Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans bête, sans pub. Et Thierry qui vient de se tirer. Voilà. Bon, on regrette parce qu'on aime bien Thierry, on aime bien ses émissions, on aime bien ses interventions. Ben, et demain, c'est Sader. Et demain, c'est Sader. Alors là, je veux dire, ça nous sidère. Hein. Qu'est-ce que Sader? Elle est bonne celle-là. Bon, c'est l'émission à Racaille, consacrée aujourd'hui au bon moment qu'on a vécu dans ce studio au cours de cette longue année 2015, voilà, qu'on va quitter joyeusement pour attaquer la 2016. Ouais, vous venez d'entendre Le Temps des Cerises, interprété par le groupe Noir Désert. Et puis, petit rappel de début d'émission, qui va tenter en tout cas de poser son œil, parce que l'autre est en vert, en marge sur l'art, c'est pas fastoche entre nous soit dit, en passant, et qui va tenter aussi de dénoncer les sales coups de la politique politicienne. Et on vous en réserve des bien bonnes pour le presse-papier. Voilà. La petite citation qui est de Victor Hugo, comme vous savez. Écoutez bien cette circonstance. Le vrai secours aux misérables, c'est l'abolition de la misère. Totor, hein? Bon, voilà. Et il pouvait vous faire 25 pages en vert en l'espace de quoi? Une matinée à peine. Bon, c'est tout. Pour ma part, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, c'est notre camarade Piquet-Cou dans le bocal qui s'y colle. Voilà, bonjour tout le monde. Je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40 pour nous joindre pendant les pauses musicales. À chaque coin de rue, le travailleur surpris, sur l'affiche se rue, des candidats de Paris. On voit beaucoup de promesses écrites sur le papier, mais le peuple ne vit pas de messe, alors ça le fait crier. Le gouvernement de Ferry est un système pourri, cette floque et de Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer, pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Le gros ventruc en Grèce, le suffrage universel vient vous battre la grosse caisse, comme Monsieur Géraudel. Il vous promet tout rose, mais quand il est élu, ça n'est plus la même chose, il vous tourne le cul. Certains énergumènes, débitants de discours, vous redisent les rengaines qu'on entend tous les jours. Moi je suis un homme intègre, moi je suis un érudit, mon copain est intègre, mais le populo leur dit. Gouvernement de Ferry est un système pourri, cette floque et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer, pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. Même des socialistes, membres de comités, soutiennent les fumistes qui se portent députés. Y a pas à s'y méprendre, qu'ils soient rouge, bleu ou blanc, il vaudrait mieux les pendre que de leur foutre 25 francs. Tu leur fais des ripailles, toi peuple souverain, et lorsque tu travailles, à peine as-tu du pain. Ne sois non plus si bête, au lieu d'aller voter, casse-leur la margoulette, puis tu pourras chanter. Le gouvernement de Ferry est un système pourri, cette floque et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer, pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. De toute cette histoire, voici la conclusion. L'électeur, c'est notoire, n'a pas toute sa raison. Je n'aime pas le fataliste, je n'ai ni foi ni loi. Je suis abstentionniste, ami, voici pourquoi. Gouvernement de Ferry est un système pourri, cette floque et le Constant sont aussi dégoûtants. Carnot ni Boulanger ne pourront rien changer, pour être heureux vraiment, faut plus de gouvernement. C'était Marc Augeret qui interprétait « Faut plus de gouvernement », une chanson écrite en 1889 par François Brunel. Et depuis ce temps-là, me croirez-vous, camarades auditrices, auditeurs, que ça ait vraiment changé?
n'est-ce pas? Vous remplacez le gouvernement de Ferry, qui est un système pourri, par le gouvernement d'Hollande, qui est un système pourri. Carnot et Denis Boulanger, vous les remplacez, je sais pas, au hasard, hein, par Fabius et Ségolène Royal, hein, des gens comme ça, ou Cazeneuve, Ou Valls. ou Valls, etc., etc., et voilà, bon. Et la misère est toujours là, en preuve, si vous en avez besoin d'une, hein, toutefois, si vous êtes enfin réveillé. Un article du Canard qui s'intitule « À votre bon resto du cœur ». Monsieur, dame, j'ajouterai. Voilà. Alors merci Canard, encore une fois, pour nous servir des infos que personne ne publie, évidemment. Ça passe au-dessus de la tête des grands médias, voyez-vous, ce genre de choses. Et pourtant. François Hollande a capté à peu près quelque chose dans le discours de Cambas. Vous savez, Cambas, c'est le premier secrétaire du parti ex-socialo. Quoique ex-socialo, on pourrait dire ça à tous les partis socialistes depuis la Libération. Ils sont toujours des ex, ah voilà. Au soir du second tour des régionales, de la flopée des régionales, le 13 décembre, réclamant une inflexion politique en faveur de la lutte contre la précarité. Ah, une news, mais alors incroyable. 3 jours plus tard seulement, le petit bonhomme en mousse a volé au centre Saint-Roch des Restos du Cœur à Paris. Eh oui. Voilà. Oui, il a pu entendre les doléances des dirigeants Olivier Berthe et Véronique Colucci. Vous savez, la meuf à Coluche. Bon. Ils lui ont rappelé que le nombre de personnes accueillies est en hausse inquiétante cette année de, je vous le donne Émile, 5%. Et en passe de franchir la barre, je vous le donne Émile, 2 millions. 1 million de crevards en France. Minimum, hein, parce que bon, il y en a qui ont encore un peu de fierté et puis qui peuvent faire crever sans rien demander. Hein. Résultat, une subvention débloquée par l'Élysée. Eh les mecs, vous rêvez ou quoi? Non, faut pas être quand même trop con. Un grand à votre bon cœur lancé sur Twitter. Le 21 décembre, le gouvernement, se défaussant de son devoir de secours aux pauvres, passe la main au Resto du Cœur en relayant son appel à la générosité publique via le compte officiel @gouvernement.fr. Les Restos du Cœur comptent sur votre mobilisation pour faire un don. Allez sur don.restoducoeur.org. Voilà. Bon, les impôts suffisent plus à soulager la misère dans le pays, probablement. Allez, vite, un bon geste. Ça fera plaisir au président. J'aimerais savoir ce qu'il a bouffé, le président, pour le réveillon de Noël. Vous voyez, bon. Et qu'est-ce qu'il a bouffé pour le réveillon du Nouvel An? Et à sa suite, tous ces ministres, tous ces députés, tous ces sénateurs, tous ces gens qui sont sur le fromage en train de le bouffer à plus savoir, à plus soif, enfin à plus manger plutôt. Il picole aussi, hein, faut pas se... Bon, voilà. Alors, on en est là. Voyez-vous, camarades auditrices, auditeurs, on finit 2015 comme on l'a commencé, aussi connement, aussi misérablement, aussi... petit bourgeois, voilà, encore une fois, en repassant le baigneur, le bébé, la main au bon peuple de France qui va se précipiter sur ses tirelires pour venir en secours aux miséreux, alors que l'État, à qui on paye quand même pas mal d'impôts, hein, chaque fois que vous allez acheter un bout de pain chez votre boulanger, chez votre mitron, hein, qu'il soit du pain tradition ou du pain ordinaire, hein, l'État prélève de la thune dessus, que vous soyez riche ou pauvre, c'est le même tarif. Il y a pas de, là, c'est le truc le plus juste qui existe, c'est la TVA. Hein. Tout le monde y est soumis, sauf que celui qui gagne 1 million par an dans son boulot, ou un peu moins, il y en a qui gagnent un peu moins quand même, hein. Enfin qui gagnent quand même au-dessus de 4 ou 5 000 euros par an, ça les perturbe pas trop de payer la TVA sur un bout de pain.
Mais il y a justement des miséreux, comme ceux qui vont au Resto du Cœur, qui peuvent même pas s'acheter un bout de pain. Et s'il n'y avait pas les Restos du Cœur pour leur filer à bouffer, qu'est-ce qu'ils deviendraient, ces gens-là? On vous pose la question. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls à vous poser la question, sauf si vous êtes peut-être les seuls, vous êtes quelques dizaines de millions à vous poser la question, alors que ceux qui prétendent vous diriger, ceux qui réclament vos suffrages à chaque élection en vous berlurant d'une manière éhontée, ceux-là, ça les perturbe pas du tout. Alors là, je veux dire, l'autre là, le petit rigolo là qui est aux manettes en ce moment, après l'autre petit rigolo qui veut revenir aux manettes aussi, ces gens-là, voyez-vous, ils sont comme l'a dit son ex-compagne, on peut lui accorder le crédit qu'on veut, mais enfin, avec son action, en tout cas, prouve pas le contraire, que c'est le président descendant, voilà, enfin descendant, entendons-nous, il est président de tous les Français, dont les descendants, mais il en a rien à foutre en fait des gens misérables. Ce qui compte, lui, c'est son élection, sa réélection. Ce qui compte, c'est le fromage qui se goinfre. Qui va se goinfrer, qui se goinfre depuis 5 ans, qui va se goinfrer en 5 ans s'il est réélu. Et puis après, jusqu'à temps qu'il clapote avec sa retraite de président, sa retraite de député, sa retraite de ceci, sa retraite de cela. Voilà, c'est des mecs qui, bon, vous connaissez la suite. Alors, je vais pas vous gaver plus longtemps. On est très content que ça commence comme ça, ou que ça finisse comme ça. Parce que, au moins, depuis cette chanson, faut plus de gouvernement, on sait que ça changera pas. Et que ça n'a pas changé, que ça changera pas. Ouais, en tout cas, l'argument de TVA, je pense que c'est un argument qu'il faut avoir en permanence à l'esprit, que la TVA, tout le monde la paye, que c'est l'impôt le plus inégal. Et quand on pointe du doigt justement les gens qui payent pas d'impôts, soi-disant tous ces gens qui profitent entre guillemets de notre État payent la TVA. Et quand on veut que tout le monde devienne imposable au nom d'une soi-disant égalité, se sentir citoyen de ce pays, c'est du pipeau. La TVA est payée et ça suffit largement. Donc n'allons pas chercher à imposer des gens qui pour l'instant sont pas imposables, quoi. Bien sûr, mais ça c'est, si vous voulez, dans le discours officiel, c'est voilà, on monte les uns contre les autres, les plus pauvres, les plus pauvres, on les monte pas contre les plus riches, mais le contraire, oui, c'est tous les jours qu'on monte les plus riches contre les plus pauvres, en disant, voyez, ces profiteurs, etc., comme vient de le soulever Piketty. Ouais. Donc je pense qu'effectivement, il y a quelques arguments quand on se retrouve comme ça à discuter à bâton rompu, des arguments qu'il faut avoir en permanence à l'esprit, de même que j'avais cité un rapport d'ATD Quart Monde qui a déjà 1 an ou 2 sur la fraude des riches et la fraude des pauvres, et qui remet bien les pendules à l'heure sur les millions qui sont à chaque fois en jeu dans cette soi-disant fraude. Même chose, même punition, même motif, même punition pour la Sécu. On vous rabat les oreilles, vous, les profiteurs de la Sécu, qui vous gavez de médicaments et tout ça, qui allez voir le Toubib trop souvent. La Sécu est soi-disant en déficit permanent, ce qui est totalement faux. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, peut-être pas, non. Il y a une nana de la Sécu, un cadre de la Sécu qui s'est confié à je sais plus qui, un journal en tout cas crédible, Mediapart, je sais plus quel, enfin voilà, qui disait que non, la Sécu, actuellement la Sécu devrait être bénéficiaire de 9 milliards, vous voyez, et pas depuis hier, depuis un certain temps déjà. Parce que si tous les gens qui doivent payer leur Sécu, enfin je veux dire pas les gens ordinaires comme nous c'est prélevé direct, on n'a pas à se faire chier, mais les grandes entreprises du CAC 40, l'État lui-même ne paye pas ses cotisations à la Sécu. Et voyez-vous, et les choses par exemple sur l'alcool et tout ça qui doivent revenir à la Sécu, les taxes sur le tabac et tout ça, dont une partie doit revenir à la Sécu. L'État se le fout dans la poche. Évidemment, il faut les payer, tous ces nantis, ces députés, ces sénateurs, l'entretien de ces palais, Élysée, Matignon, etc., les affaires étrangères, et puis les grandes bousses comme le Parlement, l'Assemblée nationale ou le Sénat. Vous voyez, il faut entretenir tout ça. Il faut que ce qu'on sert dans les restos, ces bâtiments publics, soit à la hauteur des palais délicats des élus, etc., etc. Alors, Carnot dit Boulanger, ni pour rien changer, ça veut dire que Fabius, machin, voilà, vous connaissez le refrain, on vous a bien intoxiqué, je vous ai bien intoxiqué. Maintenant, c'est au tour de Piketty. Ouais, ça m'autourne avant, il y a un bouquin qui a été écrit par Julien Duval, justement, qui s'appelle Le mythe du trou de la Sécu, qui explique ça aussi très bien, quoi. Voilà. Mais alors, ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment aller au fond des choses, autrement, sachez qu'en tout cas,
par la voix de cette émission Araka sur Radio Libertaire, on vous en donne un aperçu. Ouais. Alors moi mon billet, c'est un billet qui est quand même un petit peu plus doux parce qu'en fait je vais faire ah oui, j'ai une citation, c'est ça, parce que je vois Robert qui sait que qui fait des grands gestes. Je fais du sémaphore. Voilà, il fait le sémaphore parce que voilà, il a trouvé une citation pour mon billet. C'est une citation de Jean-Marie Pelt, parce que je vais l'évoquer justement dans mon presse-papier. L'oasis de l'univers héberge sur son épiderme une nouvelle gale, l'Homo Faber. À comprendre, l'Homo Faber, c'est donc l'homme qui fabrique des objets. Qui fabrique les centrales atomiques, qui fabrique les voitures, qui fabrique les piles de pétrole, etc., etc. Voilà, donc écologiste et décroissant avant l'heure, Jean-Marie Pelt est décédé donc le jeudi 23 décembre. Un ange. Il avait 82 ans. Donc c'est un homme qui a consacré sa vie à la nature qu'il a racontée, qu'il a vulgarisée dans de nombreuses conférences et de très nombreux livres. Il est né d'ancêtres quasi tous horticulteurs depuis Napoléon. Et lui est pharmacien, botaniste, biologiste. Et en fait, il a su partager son immense culture avec tout le monde. Il a été chroniqueur régulier de radio dans CO2 Mon Amour, sur France Inter. Et l'animateur, je crois que c'est Denis Chessou, le compare aux encyclopédistes et humanistes du XVIIIe siècle. Ouais. Alors Jean-Marie Pelt est né à Thionville en 1933. Et c'est à Metz qu'il est adjoint au maire pendant 13 années, de 1970 à 1983, une ville dans laquelle il va promouvoir l'écologie urbaine et créer l'Institut européen d'écologie qu'il présidera jusqu'à la fin de sa vie. Et contrairement à Pompidou, qui chez nous abandonnait Paris au règne de la voiture, Jean-Marie Pelt a fait de Metz une ville-jardin plutôt qu'une ville justement éventrée par des voies rapides et des deux voies, des 2 fois 2 voies. Et il a su rester aussi à l'écart de tous ces écologistes qui se fourvoient au sein des partis politiques, ce qui ne l'a pas empêché d'affirmer des positions marquées et engagées, telle son opposition à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il a été un des premiers à lutter contre les OGM et il a aussi participé à la création du CRIGEN, c'est-à-dire que c'est le comité de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique, dont il a été longtemps le secrétaire général. Il a été aussi un des premiers à pointer les dangers de l'amiante et a par ailleurs, ce qu'a par ailleurs rappelé l'actuel maire Dominique Roux, l'actuel maire de Metz. Il a beaucoup voyagé, il a beaucoup herborisé au Moyen-Orient, dans le monde. Il s'est intéressé aussi aux remèdes et recettes traditionnelles. Et en revisionnant quelques petites vidéos dans lesquelles il intervenait, voilà ce qu'il dit de sa conception de l'écologie. C'est par excellence la science des interrelations, tout se tient, alors que dans le monde dans lequel on vit, on se spécialise de plus en plus dans des domaines de plus en plus pointus. Le spécialiste ou l'expert sait tout sur à peu près rien, alors qu'il faudrait en connaître un peu sur tout. On nous disséquons tout en petits morceaux, alors que l'écologie, c'est la cohérence, le sentiment qu'il y a une très belle organisation dans la nature. Et en fait, il aimait bien rappeler cette règle d'or des Grecs qui est un peu comme un code de la vie sociale. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Bah, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment à méditer et à garder aussi profondément, Donc ça, c'était appliqué à tout ce qui est vivant sur la Terre, que ce soit les plantes, les animaux, les êtres humains. Donc il s'est aussi préoccupé de la condition animale. Et il disait que la nature, c'est pas seulement la loi de la jungle, et qu'au-delà de la compétition, il y a la collaboration, il y a la coopération, que la nature offre des modèles à méditer, et comme ces plantes qui arrivent à vivre en symbiose, qui se complètent les unes les autres. Et il ne croit pas à cette idée de croissance. Et la nature, pour lui, c'est l'idée d'équilibre, contrairement à l'économie qui prône donc la croissance permanente, et que l'avenir de l'humanité n'est pas la technologie. Voilà. Ouais. Donc il y a pas mal de conférences sur Internet pour ceux qui ont la chance de la voir. On peut le réécouter. Et en fait, c'est vrai que c'est un homme qui est très posé, qui a une voix douce. Oui. Et quand j'étais dans les fins fonds du sud profond, ça avait beaucoup de fonds, ou vraiment au contact de la nature, si on peut dire ça comme ça.
Eh bien, les émissions de Jean-Marie Le Pelt sur France Inter, qui étaient quand même autre chose à l'époque, parce qu'il y avait Pelt, il y avait comment il s'appelle, Marche ou rêve. Marche au rêve avec De Villiers. Il y avait Là-bas si j'y suis. Il y avait Là-bas si j'y suis, etc. Et j'en passe, c'est les meilleurs. Même José Arthur avec le bar noir, le club. Voilà, bref, enfin bon. Eh bien, oui, quand on était isolé, quand on avait qu'un poste de radio qui nous reliait au monde, qui nous reliait aussi à Radio Zinzine, donc Picot parlera à la fin de cette émission, eh bien, Jean-Marie Pelt, il enchantait des heures rurales un peu difficiles, voilà, avec sa voix, avec tout ce qu'il transmettait comme connaissance, mais d'une manière si gentille, si douce, si peu pédante que on était vraiment captivés, quoi. C'est le cas de le dire. Ouais. Et donc c'était quelqu'un aussi qui était apparemment très croyant, qui croyait en la spiritualité, mais justement la spiritualité dans la vie, et juste le fait qu'il se soit éteint le 23 décembre, il y a justement Denis Chessou qui, dans un CO2 Mon Amour, a repris quelques morceaux un peu de plusieurs émissions et qui a fait une très très belle introduction sur son départ la veille de Noël. Enfin c'est là c'est un petit peu bon. Oui, mais c'est un bon moment de radio quand même. Oui, la radio, on a besoin d'émotions comme ça. Je dis pas, mais essayer de se maquer avec la nuit de Noël, cette grande fête à neuneu de mes deux. Bon, oui, pourquoi pas, mais restons un peu à distance de tout ça. Ouais, mais ça peut être aussi la fête du Saint-Solstice. Ça peut être aussi une fête. Oui, d'accord. Si tu veux, c'est un moment. Du Saint-Solstice, du solstice. Du solstice, j'ai dit. Ah oui, ouais. D'accord. Et sinon, donc, dans la rubrique, si je veux continuer un peu ma rubrique nécrologique par rapport à ce qui nous intéresse un petit peu, il y a eu aussi, il y a Alain Geoffroy, qui était un poète, un ami d'Aragon, qui est poète, écrivain et critique d'art qu'on a nommé quelquefois dans cette émission, qui est mort aussi la semaine dernière. Lui, il avait 87 ans et c'est pareil, quelqu'un qui a publié après plus de 120 ouvrages dans sa vie. Et quelqu'un qui nous touche quand même particulièrement, qu'on a découvert seulement cette année, c'est Eugène Daudaigne, qui vient de mourir à 92 ans, qui est un sculpteur du Nord dont on a parlé, dont on vous reparlera un petit peu tout à l'heure, quoi. Oui, parce que vous pouvez éventuellement voir une de ces sculptures au Jardin des Tuileries. Oui, et au jardin de la piscine à Roubaix. Non, mais à Paris, il y en a une. Oui. Ah oui. On l'a vu quand on revenait de cette fameuse journée au musée du Petit Palais, on s'est fait éjecter. Enfin, moi, toi, tu m'as suivi gentiment. Bon, voilà. Bon, et je veux dire, c'est tout pour aujourd'hui. Ouais. Non, sinon, si je voulais ajouter, parce que là, j'ai eu l'occasion de passer 3 jours à Bruxelles et que elle est encore à Bruxelles. C'est pas suspect ça dans le fond. Bah oui, c'est un peu suspect. Et justement, j'ai eu l'occasion de discuter avec des Bruxellois qui on a parlé de ce qui s'est un petit peu passé suite à la COP21 et je me suis aperçue qu'en France, en fait, ce qui s'est passé en Belgique, c'était passé carrément à l'as. Par exemple, qu'il y avait une chaîne humaine sur la digue à Ostende. Comme il y en a une à Paris depuis la République. Oui, mais celle de Paris, forcément, les médias à Paris français en ont parlé, mais ce qui s'est passé à Bruxelles, pas du tout. Et quand on parlait un peu j'évoquais ce qui s'est passé sur les perquisitions et tous les abus, et en fait, on avait l'air les gens avec qui je discutais me disaient qu'en Belgique, les policiers ne pourraient pas faire ça. Qu'il y avait quand même, une conception du travail qui était quand même, où on débordait pas de cette manière-là, quoi. Et on s'étonnerait qu'il y ait beaucoup de Français qui se barrent là-bas. Voilà. Donc il y a beaucoup de Français, qui sont partis vivre en Belgique. On peut comprendre pourquoi. Voilà, et sinon, Radio Zinzine, j'en parle vite fait. Radio Zinzine, j'ai lu dans l'âge de fer un petit encart où Radio Zinzine fait la manche. Ils ont besoin de changer 4 de leurs émetteurs. Donc, s'il y a des donateurs, on peut leur envoyer un chèque à Liman, à l'adresse de la radio. Oui, je rappelle que Radio Zinzine, si vous voulez, avant qu'elle n'émette plus que vers les alpages et les moutons et les vaches et les chèvres, elle émettait jusque mon petit bled du sud profond, là, où j'ai écouté ça. Alors si, avec la bouche ouverte et les mouches qui tournoyaient autour avant de rentrer dedans, parce que c'est une radio, qui peut rappeler, radio libertaire, en tout cas, ils évoquent souvent des sujets qui sont proches de nous. Et vraiment, c'est important de les soutenir. Je rappelle qu'ils ont subi une descente de police énorme dans les années 80. Il y a eu, je sais plus combien, 150 policiers hélicoptères. À Longomaille, oui, dans leur communauté, voilà. Avec perquisition, les enfants voyant leurs parents avec le dos au mur et des mitraillettes dans le dos. Les enfants, d'ailleurs, étaient terrorisés quand ils ont eu tout ça.
Et bon, pour rien, hein, simplement parce qu'ils avaient 2 Maliens sans papier, des jeunes Maliens qui venaient faire un stage à Longomaille pour apprendre la mécanique agricole, etc., etc. Voilà. Et ça, c'était le prétexte. C'était déjà un gouvernement socialiste. Hein, c'était Monsieur Mitterrand qui était là aux manettes. Hein, voyez-vous. Je pense que les socialistes, ils s'autorisent tout. La droite, ils se font gaffe quand même, parce qu'ils savent bien que dans la rue, ça va s'agiter, mais les socialistes, non, ils n'ont aucun problème, aucun état d'âme. Ils s'autorisent tout comme ils s'autorisent. Ils vont s'autoriser dans la Constitution à quoi, Dominique, déjà ? À la déchéance de la nationalité. À la déchéance de la nationalité, voilà. Enfin, il y a quand même quelques élus de gauche, gauche, enfin bon, ça fait ricaner quand on dit gauche maintenant, qui sont pas tout à fait d'accord. Mais ils se mettront au garde à vous quand ça passera. Ouais, alors moi j'étais assez étonnée parce que toujours sur Internet, il y a Le Monde qui a un blog qui s'appelle Le Monde des idées. J'ai lu un très bon article de Giorgio Agamben, qui est un philosophe italien très engagé, qui critique tout à fait ce qui se passe actuellement sur les perquisitions, l'état d'urgence, la raison d'État. J'étais assez surprise de lire un tel article dans les pages du Monde. Très bien. Sachant qu'Agamben, justement, les gens de Tarnac s'en étaient un petit peu inspirés. Donc là, je suis assez comme 2 ronds de flanc. Ouais, que l'émission Nigne 10 mètres appelle l'immonde. Voilà, c'est sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans mettre sans pub, à Racaille, pour une émission consacrée au bon moment de l'année 2015. Sacré géranium, tu sens bon la terre, et toi aussi l'anémone. Tulipe, je te préfère, puis de toute façon, vous sentez tout bon, vous êtes toutes belles, mesdamoiselles. Ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Les poules et le coq se comptent fleurettes, c'est vrai qu'il est seul. Ce lapin, je crois que ça l'embête. Dis-toi le chien, je ne te prive de rien. Remue donc ta queue, fais-moi tes beaux yeux. Une petite canette, ah, ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être chou. C'est vous les légumes, enfin je présume, vous n'êtes pas reconnaissable. Il faut vous dire que l'hiver vient de partir, le temps est encore variable. Un coup d'arrosoir avant la tombée du soir, un coup de râteau autour des poireaux. Ah, ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être chou. C'était Dick Hanegarn, Sacré Géranium. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans mettre sans hips pub. À Racaille pour une émission consacrée au beau moment de l'année 2015. Parce que nous, on en a eu dans cette émission, hein, sur l'extérieur.
c'est pas top. Ici, c'est quasiment, comment dirais-je, paradisiaque. Voilà. Alors, on va commencer par quoi, ma chère camarade PTQ? Ce qui nous a quand même marqué dans cette année, Robert, c'est nos voyages dans le Nord, quand même. C'est tout ce qu'on a découvert dans le Nord, en commençant par la Belgique. Et on savait pas qu'en mettant les doigts comme ça dans cet engrenage, ça allait déboucher sur plein de rencontres. Et voilà. Ça, c'était assez génial, cette découverte. On a commencé à découvrir la galerie du Rat Mort. Ah, c'est en Belgique. Ah bah oui, c'est en Flandre belge. C'est en Belgique, quand on a découvert cette galerie du Rat Mort en allant à Ostende. Qu'on s'est promené, que d'un coup on était là. Au départ, c'était pas l'idée de découvrir cette galerie. On y allait pour aller voir la maison, je crois, de James Ensor. Et après, je me suis souvenu que j'avais vu qu'il y avait une galerie qui s'appelait la galerie du Rat Mort. Et en demandant dans notre friterie là, à la personne qu'on a rencontrée qui tenait aussi une galerie, il nous a dit c'est juste à côté. C'était à côté de l'endroit où on logeait. Et là, ça a été génial, quoi. Ah ouais, génial. Oui, comme tu dis, on a rencontré donc un petit espace. Hein, c'est pas très grand. C'est collé à la digue. Hein, c'est à quelques mètres de la mer. Et là, il y avait des sculptures, il y avait des peintures très étonnantes, de qualité déjà, et puis de ce que ça véhiculait aussi, parce que c'est bon, Galerie du Rat Mort, mais en même temps, je sais pas si c'est le nom de la galerie qui fait la peinture ou la sculpture, mais c'était des peintures consacrées, un peu fantastiques, c'est Christian de Volder. C'est Roland de Volder. Roland de Volder, voilà. Roland de Volder, des peintures et des sculptures. Alors c'est typiquement flamand, c'est-à-dire une peinture un peu fantastique, hein, un peu complètement déconnectée du monde, mais en même temps qui peut, si vous voulez, expliquer un petit peu le monde, les hommes, leurs relations, leur interrelation avec les animaux et avec le passé, et avec le futur. Enfin bon, voilà, c'est une peinture belle d'abord par la qualité de la technique. Hein. Attention, c'est pas du barbouillage. Hein. Voilà, et puis des sculptures aussi, des bronzes, enfin qui sont eux aussi un peu fantastiques, un peu hors du temps, voilà, mais très élégants, enfin surtout celle dont on vous a parlé assez souvent, qui fait 3 mètres de haut et qui est sur la plage mais un petit peu en retrait. Derrière quel bâtiment, Dominique ? Après le casino, le Cursal, la grande salle du Cursal qui sert justement à faire tous les ans ce bal du Rat Mort, et puis probablement d'autres grands spectacles. Ce qui est dommage, c'est que c'est derrière une barre d'immeubles et on le voit pas du quai, enfin de la digue, quoi, de la promenade. il faut vraiment la trouver. Il faut passer derrière ces barres d'immeubles et puis monter dans un jardin. C'est une chose de la marine, je crois, un bâtiment de la marine. Et là, on voit cette immense sculpture qui représente un homme qui ramène à la mer un poisson, et c'est très touchant. Et voilà, et c'est face à la mer, évidemment. Mais c'est vrai que ce qui nous a séduit, c'est aussi tout l'accueil qu'on a eu quand on est rentré dans la galerie. On a regardé un petit peu comme ça, et puis Roland de Volder, sans se présenter tout d'abord, a commencé à discuter avec nous. Et puis il a vu qu'on était intéressés. On a discuté plus longuement jusqu'à ce qu'il nous dise que lui, effectivement, était peintre et sculpteur. Il nous a montré son travail et il nous a offert un de ses bouquins en repartant. C'était quand même très sympa. Ouais, un très beau bouquin, qu'on conserve d'une manière un petit peu fétichiste. Et justement, en regardant dans cette galerie, il y avait d'autres artistes. Hein, il y avait des toiles très colorées, des petits formats qu'on a bien aimés. C'était donc les tableaux de Jean-Paul Souvraz. Et donc on a pris ça, on a noté ça. Il y avait aussi Marc Cambon, je crois. Il y avait 2-3 artistes. Il y avait quelques petites marines. Et en fait, Jean-Paul Souvraz, c'est quelques temps après, quand on est revenu, on a repensé à son travail et on s'est dit quand même, on va en parler. On lui a mis un petit mail. Et puis un jour, Robert dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'irait pas le rencontrer chez lui? Donc on s'est dit on va lui écrire un petit mot, et il nous a répondu en disant que il était pas dispo pour l'instant, ça devait être le début de l'été, qu'il fallait attendre un petit peu vers la fin août, et on a pris rendez-vous et on a débarqué donc à Coudekerque-Branche, commune qui jouxte Dunkerque, pour passer 2 heures en compagnie de Jean-Paul Souvraz. Ah ouais, craquant, une petite maison du Nord, quoi, vraiment du Nord.
en briques, etc., dans une petite rue très calme. Et là, il nous a ouvert la porte, un espèce de grand Flandrin, là, avec des cheveux longs grisonnants, et c'était une bonne bouille de rapinos comme on les aime, et qui nous a avoué qu'il avait vraiment le trac. Alors nous, ça nous a fait un peu pouffer intérieurement, évidemment, on voulait pas lui montrer que ça nous est marré, mais voilà, qu'il ait le trac comme ça de nous recevoir. Enfin, on fait pas très impressionnant tous les deux, faut pas dire non plus. Peut-être nos cartes de presse, mais on lui a même pas montré nos cartes de presse. Et il nous a amené dans son petit atelier là qui donne sur la rue, une belle lumière du Nord. Et puis on s'est installé pour papoter avec du café, etc. Et toutes les 10 minutes à peu près, il me demandait, mais dis donc Robert, tu veux pas un sandwich au jambon avec un petit coup de rouge? Moi le matin, le rouge, hein, non, c'est pas lui ici, il s'en est pris un petit, même 2 petits, peut-être même 3 petits pendant qu'on discutait. Et on a fait une interview vraiment gentille et tout ça. Et on est reparti pour on lui faisant croire qu'on retournait direct à Paris, mais nous on a eu un remords et on s'est retrouvé à Boulogne-sur-Mer pour voir une exposition au musée de Boulogne. Qu'est-ce qu'il y avait au musée de Boulogne? Il y avait beaucoup de Georges Mathieu, hein. Je crois qu'il y avait une première salle qui était vraiment consacrée au travail de Georges Mathieu. Et la mairie aussi, il y a un grand Georges Mathieu au premier étage dans la mairie de Boulogne. Et puis il y avait évidemment des peintres du Nord, etc., mais c'est un bon moment. Mon grand regret, c'est qu'il y avait un petit bistrot pas loin où on pouvait manger des moules frites à volonté. Et non, il a fallu qu'on se bouge pour aller je sais pas où. Enfin bon, bref, il y a des fois des rendez-vous qu'on manque. Ouais. Et sinon, après, il y a la Belgique, donc toujours, parce que cette Belgique a quand même été très présente dans notre année 2015. On est retourné aussi une fois, on est allé, quand on est allé... Deux fois. Deux fois, quand on est allé à Ostende. On est reparti en faisant un détour par Yabeke pour voir l'atelier, le musée de la maison atelier. Ouais, de Constant Permeke. Là, c'était quand même aussi un grand moment. On avait vu quelques Permeke et quelques Hansor au musée des Beaux-Arts d'Ostende. Ouais. Mais c'est vrai que la maison de Permeke, c'est quand même quelque chose. Là, on voyait ces sculptures, ces grandes toiles. Il a un grand atelier à part de la maison où il y a ses sculptures, ses plâtres, etc., etc. Où il sculptait. D'ailleurs, il modelait surtout, parce que c'est pas un tapeur de pierre non plus, lui. C'est plutôt un modeleur. Voilà. Mais bon, c'est très émouvant parce que on l'a loupé une première fois à la maison. C'était pas indiqué du tout. Enfin, mal indiqué, en tout cas. Et puis, à force de tournicoter dans ce petit bled des Flandres, on a fini par tomber dessus, quoi. Elle était très évidente quand on la connaissait. Voilà, une autre fois, on est allé, c'était un autre voyage, on est allé à Mons parce qu'on avait appris qu'il y avait une exposition sur Van Gogh et le borinage, au musée de Mons. Donc voilà, c'était aussi tout le travail qu'on voit pratiquement jamais de Van Gogh, hein, tout ce qui prépare en fait ce qui va devenir, hein, comment il commence ses premiers croquis là dans le borinage de mineurs. Et à proximité de Mons, il y a la maison qu'il habitait quand il était pasteur, quoi, voilà, qu'on n'est pas allé voir, il fallait, c'est pas, peut-être un autre jour, mais enfin, les tombes, c'est pas notre truc, quoique. Mais Mons, on a découvert Mons, en tout cas, cette petite place de commune, là, qui est très sympa. On avait pu manger en extérieur parce qu'il faisait doux. Et c'était très sympa, Mons. Ouais. Et cette année, c'était la capitale culturelle justement européenne. Ouais, européenne. Et là, j'ai vu ce matin aux news que, juste parce que je suis abonné à la Voix du Nord, sur le net, hein, et j'ai vu que à Mons justement, c'était dans Culture Box, je crois. Oui, à Mons, la municipalité a décidé, elle fait une expérience, en tout cas pour les fêtes de fin d'année, de mettre à disposition des artistes du bled, peut-être que même à l'extérieur, je sais pas, il faudra s'enseigner, des boutiques
qui n'ont plus d'occupants, voilà, et c'est dans la rue principale de Mons. Et on avait remarqué ça déjà ailleurs, à Boulogne justement, quand on est descendu vers le port, il y avait plein de boutiques à louer, etc., etc. Et là, à Mons, pour que ça soit moins triste, évidemment, ils ont eu l'idée de les passer à des artistes déjà pour le temps des fêtes, et peut-être que l'expérience continuera avec l'assentiment évidemment des propriétaires, et c'est gratos. Et donc les artistes animent ces vitrines de la rue principale de Mons, et je trouve que c'est un très très bon plan. Et nous, quand j'étais à Avignon avec l'association Entrée Neuf, on avait fait ça aussi dans une ancienne rue chaude d'Avignon, où il y avait aussi une boutique comme ça qui était inoccupée. On avait fait un deal avec le propriétaire, moyennant une participation modeste. Et on animait cette vitrine qu'on appelait une vitrine éphémère. Voilà, c'est-à-dire que les gens pouvaient pas rentrer dans la galerie, dans la boutique, mais de la rue, ils pouvaient voir une animation en vitrine c'est pour ça qu'on l'appelait vitrine éphémère, quoi. Voilà, donc est-ce que c'est l'association Entrée Neuf c'était des Belges qui ont vu ça à Avignon comme du temps où j'y étais. Bref, voyons. Voilà. Et sinon, pour peut-être, je sais pas si c'est un des derniers points qui nous a marqué en Belgique, c'est aussi le musée Constantin Meunier qui est à Ixelles. C'est pareil, qui est complètement dédié à son œuvre, avec des sculptures gigantesques. Ah oui, gigantesques, oui. Et où après une prune, d'ailleurs, qu'elle a jamais payée. Non, j'ai pas de nouvelles depuis. Mais c'est à Ixelles aussi, c'est vraiment un quartier flamand de Bruxelles. Vous savez que Bruxelles, c'est une partie flamande, une partie, mais c'est au cœur des Flandres en tout cas. Et là, c'était une partie vraiment flamande, je crois, si je me souviens bien. Et oui, c'était la maison atelier aussi de ce peintre dont vient vous parler. Ouais, c'est un grand musée, hein, parce que dans la dernière salle au fond, il y avait effectivement toutes ces grandes sculptures de mineurs. De mineurs, ouais, mais un peu idéalisées évidemment. Mais bon, c'est quand même ça. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on peut dire de tout ce qui nous a marqué dans le Nord. Hein. J'ai l'impression qu'on a fait. Il y a d'autres choses qui nous ont marqué, même récemment. Récemment, il y a la piscine. Oui, la piscine et Tourcoing, vous en avez déjà parlé. Et puis cette jeune artiste dont on vous parlera la semaine prochaine, qui nous a violemment marqué. Voilà. On fait une petite pause musicale, yes. Robert ? Dédé. On voyait les jours, la mer, qui fonçait la tête la première, et qui fracassait leur crinière devant le casino désert. La barmaid avait 18 ans, et moi qui suis vieux comme l'hiver. Au lieu de me noyer dans un verre, je me suis baladé dans le printemps. De ses yeux taillés en amande, ni gris ni vert, ni gris ni vert, comme au stone et comme partout, quand sur la ville tombe la pluie, et quand je demande si c'est utile, et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup, vivre sa vie. Je suis parti vers ma destinée, mais voilà qu'une odeur de bière, de frites et de moules marinières m'attire dans un estaminet. Il y avait des types qui buvaient, des rigolos, des tout rougeaux, qui s'esclaffaient, qui parlaient haut, et la bière on vous la servait bien avant qu'on en redemande. Oui, ça pleuvait, oui, ça pleuvait, comme à Ostende et comme partout, quand sur la ville tombe la pluie, et
utile. Et puis surtout, si ça vaut le coup, si ça vaut le coup, vivre sa vie. On est allé bras dessus dans le quartier où il y a des vitrines remplies de présences féminines qu'on se paye quand on est sous. Mais voilà que tout au bout de la rue est arrivé un limonaire avec un vieil air du tonnerre à vous faire chialer dans tes pluies. Si bien que tous les gars de la bande se sont perdus, comme moi au stand et comme partout. Quand sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile. Et puis surtout, si ça vaut le coup, si ça vaut le coup, vivre sa vie. C'était Arnaud comme à Ostende. Toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, qui est sans Dieu, qui est sans maître et qui refuse toutes les publicités. Paf, dans le cul. Comment il s'appelle déjà? Bolloré. Alors. Bolloré de quoi d'ailleurs, on se le demande. Bon, sur Radio Libertaire, l'émission à Racaille, hein, bien sûr, consacrée aujourd'hui, comme on dit, chez les gens un peu branchouilles, un best-of de 2015. Quoi. Alors, chez nous, c'est les meilleurs moments de l'année 2015. Parmi les meilleurs moments, parce qu'il y en a eu presque à toutes les émissions, c'est-à-dire pendant 52 jours de l'année. Voilà. Ouais. Qui correspond au nombre de semaines. Alors là, on se disait qu'on allait peut-être faire un petit tour d'horizon des gens qu'on avait eu la chance d'inviter dans cette émission. Ouais. Hein, et qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Tout à fait. On commencera par une qui m'a fait vraiment craquer, qui s'appelle Anne van der Linden. Une peintre qui vous le fait pour dire, hein. Peintre, dessinateur, elle fait de la gravure, je me souviens plus. Oui, graveur aussi, voilà. Et des dessins très fouillés, des dessins à la plume, qui sont vraiment des morceaux d'anthologie, du cul principalement, du caca et du pipi. Mais bon, c'est une façon comme une autre de s'exprimer. Voilà, les artistes ne doivent pas avoir de tabou, vraiment. Enfin, c'est la liberté d'expression qui est en cause, n'est-ce pas? Et je pense que notre camarade Van der Linden en profite à donf. Voilà, une petite bonne femme, toute frêle, justement, qui a une peinture qu'on n'imagine pas qu'elle puisse sortir une peinture aussi forte. Absolument, on imagine. Aussi expressive. On imagine un gros bruitos, là, voilà, salace, pas du tout. Et c'est ça qui est assez génial. Ouais, c'est le contraste entre le personnage et son œuvre. Voilà, mais une œuvre qui tient au cimaises, hein, comme on dit. Alors on a toujours le projet d'aller la voir dans son atelier, où elle nous a gentiment invités d'ailleurs. À Saint-Denis. À Saint-Denis, mais je pense que je vais avoir un tel coup sur la caboche que je recule. Parce que c'est bien d'avoir une invitation dans ce studio, d'avoir cette invitée, c'est même merveilleux, de voir aussi son travail à la Galerie Publico quand elle y a exposé, ou d'avoir ses bouquins. Mais aller dans le lieu où tout ça se passe, fonctionne, se crée, vit. Là, c'est un petit peu... Parce que chaque fois que je reviens d'une visite d'atelier, comme la dernière fois là chez la camarade du Nord, dont on va vous parler la semaine prochaine, je suis un peu asphyxié pendant quelques temps. Hein. Bon. Alors après, il faut le porter, il faut que j'emmène la chaise pour le rouler, enfin bon... Voilà, et Anne van der Linden, vraiment, c'est un cas, on doit le dire. Et si vous pouvez aller voir sur notre blog, on a quelques exemples de ce travail. D'ailleurs, elle a elle-même un site. Elle a un site, ouais. Sur le blog, c'est indiqué.
Et alors j'ai recommandé, si vous voulez, cet artiste à des amis qui achètent de l'art. Et bon, j'ai pas eu un succès franc et massif. Voilà, comme quoi c'est les artistes qui ont quelque chose à dire, mais ceux qui ont vraiment quelque chose à dire, et c'est le cas de Anne. Eh bien, c'est un peu difficile pour la reconnaissance, en tout cas, de ceux qui ont un peu d'argent à mettre dans cette discipline. Voilà. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, Anne, elle a des acheteurs réguliers. Elle a exposé à Publico. Elle était très contente de son exposition. Elle a fait des petits bouquins aussi. Donc, elle se plaint pas. Elle a des gens qui achètent son travail. Et elle vend pas vraiment très cher pour ce boulot. Faut le faire quand même. Si vous avez 200 € comment dirais-je, à offrir en cadeau, ou pour vous offrir un cadeau, eh ben n'hésitez pas, elle a ce qu'il vous faut pour 200 €, et c'est pas du bas de gamme, croyez-moi. Voilà, donc dans les invités, tu veux dire un mot d'Alison que tu connaissais, non, un petit peu? Oui, qu'on a reçu il y a pas longtemps. C'est une jeune poète, j'aime pas le mot poétesse, c'est un peu lourdin, je dis une jeune poète, que personnellement j'aime beaucoup, je la connais depuis un certain temps. Elle était venue dans cette émission et dans d'autres émissions de Radio Libertaire il y a quelques années, du temps où elle était copine plus ou moins avec un présentateur un technicien du son qui aidait dans des émissions qui s'appelait Max, un mec qui avait purgé 30 ans et quelques de prison, quoi, voilà, un petit bonhomme vachement sympa, qui malheureusement l'a glissé, et pas de la meilleure manière, bref, à l'hôpital et tout, percé comme de plein de piqûres de fils, de machin, de trucs, bref, le destin de beaucoup de gens, malheureusement. Voilà. Et elle a une poésie qui est vraiment fraîche, qui est vraiment une poésie de très jeune fille, voilà, c'est ça. Alors, il y a son papa qui poétise aussi, et qu'on devrait recevoir un de ces jours dans cette émission. Qu'elle se rassure, Alison, si elle nous écoute, on n'a pas oublié son papa. Voilà. Je me souviens, il y avait une nuit à Radio Libertaire, une nuit de la poésie, justement, et j'écoutais ça d'une fesse distraite, parce que c'était pas vraiment le meilleur de la poésie française, quand tout d'un coup, il y a eu la voix d'Alison, et il y a eu sa poésie. Et là, j'ai écouté avec beaucoup, beaucoup plus d'attention, et j'ai retenu son nom, et j'ai eu la chance de pouvoir la rencontrer. Et c'était une très belle rencontre. C'est très rare de rencontrer des jeunes gens, très jeunes gens. À cette époque-là, elle n'avait même pas 20 ans, je crois pas. Capables d'écrire d'une si extraordinaire manière. Voilà, c'était Alison. Voilà. Sinon, on a reçu au mois de décembre, ça c'est tout nouveau, c'est encore tout neuf, pas tout nouveau, c'est encore tout frais, Dimitri Ioannidis, qui est un scénariste de BD qui travaille aux éditions Glénat et qui, après ses articles dans la Gazette Drouot sur des entretiens imaginaires avec des peintres, a été sollicité donc par Glénat pour faire une série sur les grands peintres. Donc lui-même a travaillé sur un Van Eyck comme scénariste. Là, je crois qu'il prépare un Egon Schiele. Donc il est venu nous parler très sympathiquement de cette série. Et lui-même est aussi marchand d'art. Ouais, donc c'était sympa de rentrer un petit peu dans ce monde du marché de l'art qu'on connaît très peu et sur lequel on n'a pas forcément des idées très cool, qui nous parle un petit peu de ça. Donc il reviendra probablement dans l'émission pour nous parler de sa maison Fauve Paris. Sinon dans les BD c'est pareil, il y a Chantal Montelier qui a accepté de venir dans l'émission, qui a exposé aussi à Publico des planches et qui est une féministe, une femme très très engagée, qui a travaillé au départ même avec la CNT, qui a dès le départ un langage, une BD engagée. Oui, d'ailleurs, elle n'est pas très bien vue des éditeurs parce que elle vous le fait pas dire, Émile. C'est quelqu'un de très, qui a une personnalité très forte. Et en France, malheureusement, comme dans beaucoup de pays encore, les femmes qui ont une personnalité très forte, elles sont pas très très aimées des décideurs, voyez-vous. Ouais. En tout cas, à découvrir ces BD. Moi, j'ai eu l'occasion d'en lire deux, une sur Camille Claudel, l'autre sur Tchernobyl. C'est vraiment du bon boulot, en plus très documenté. Ouais.
Voilà, sinon, on a eu notre petite Bernadette, Bernadette Tailledet, hein, qui est... dis donc, puis que c'est gentil de me parler de moi, et quand même. Voilà, Bernadette qui était venue en 2014 nous parler de sa compagnie de théâtre et du travail qu'elle fait aux Ulysses, et en 2015 qui nous a parlé des frigos de Paris, hein, ce grand bâtiment qui est dans le 13e arrondissement, sinistre, qui servait donc de réserve pour les victuailles qui arrivaient sur Paris, la bidoche qui arrivait sur Paris et qui maintenant c'est pas un squat, ce sont des ateliers d'artistes gérés par la ville. Toujours de la bidoche, hein, quand même. Voilà. Mais bon, je vous le recommande pas parce que c'est sinistre. Enfin bon. Et puis oui, Bernadette, merci Dominique d'avoir parlé de moi dans cette émission prestigieuse. Ben écoute Bernadette, je sais que j'ai eu des gens qui m'ont beaucoup aimé mon interview, voilà, et je suis très contente. Mais quel est le crétin qui a mis le côte de blé au frigo? Non mais franchement, hein. Voilà, ça c'est un petit clin d'œil à ceux qui étaient à l'exposition des frigos pour les 30 ans des frigos en mai, parce qu'il y a un individu qu'on ne nommera pas qui a par erreur mis la côte de blé dans le frigo. Et comme je suis des côtes de blé, enfin pas loin, quoi, quand même, du sud-ouest, vous avez peut-être reconnu mon accent, eh ben j'étais pas contente. Ouais. Enfin je l'ai bu quand même. Hein. Alors il y a Guillaume Libert qui est venu aussi nous rendre visite pour parler de son atelier de gravure. Familial. Voilà, familial. Ils font tous de la gravure, le père, le fils, le frère. La peinture, tout ça, et la femme. Voilà, aussi. et lui avait fait une BD aussi à partir d'un bouquin de Desnos, donc qui s'appelle Le Compteur d'étoiles. Et puis nous avons Julius Vandal, c'est pas son vrai nom, c'est un pseudo. Julius Vandal qui est venu la semaine dernière à nous parler d'un livre aux éditions de l'Insomniaque, qui travaille aux éditions de l'Insomniaque, qui sont à Montreuil, un livre sur peintre et vilain qui raconte un petit peu toutes les révoltes paysannes en Allemagne au XVIe siècle. Oui, un homme d'une grande culture, semble-t-il, et puis qui se la ramène pas, qui sait très bien expliquer, avec des mots simples, des choses pas simples du tout. Et c'était vraiment aussi une émission qui nous a laissé un peu sur le cul. Ouais, qui nous montrait justement comment les révoltes paysannes ont été montrées artistiquement. Par des artistes allemands aussi prestigieux que celui que j'aime pas du tout, là, le graveur, tu sais, allemand plus connu de cette époque. Ah bah je suis pas tout seul. Moi j'ai pas tout ce que t'as dans la tête tout le temps. Enfin bref. Bon, c'est pas grave. Mais sinon dans les invités prestigieux, on peut dire, il y a Julien Signolet qui travaille tout près de la radio, qui est un sculpteur sur bois, qui est un élève de René Coutel, donc qui a pu nous raconter justement tout ce qu'il a appris auprès de René Coutel et tout ce que lui fait maintenant comme travail, quoi. Et ça, je dois dire que ça devait être un apprenti très attentif, hein, parce qu'il a tous les... il applique vraiment à la lettre, si on peut dire, plutôt au bout du ciseau, ce que René Coutel lui a appris, ou ce qu'il a appris à la fréquentation, en fréquentant ce grand artiste tout à fait méconnu, sauf de quelques spécialistes évidemment, un grand sculpteur, qui est à l'origine de la fondation de la Maison des Artistes à Paris. Ouais, c'est une bande de rapins, dont Coutel. Je pense que c'est même un espèce de quelqu'un qui était quand même à la manœuvre pour créer cette Maison des Artistes, qui à l'origine est une maison d'entraide, de secours, un peu comme l'étaient les choses ouvrières au début la fin du 19e siècle, quoi, des gens de caisses de secours, etc., qui après a eu la mission de gérer la sécurité sociale des artistes. Ouais. René Coutel d'ailleurs qui avait son atelier, je crois, vers la rue de la Mare ou la rue des Cascades, là dans le 20e arrondissement. Et ce qui était intéressant, c'est le parcours de Julien Signolet, justement, qui n'est pas sculpteur depuis sa prime jeunesse, en fait, qui a d'abord été un peu dans les affaires, qui a gagné de l'argent. C'est un chef d'entreprise, pour le dire. Et qui d'un coup s'est dit, non, il a eu un enfant, et il s'est dit, mais finalement, c'est pas ça, je veux pas montrer ça à mes enfants comme avenir, quoi. Et il s'est mis à apprendre, il a suivi des cours avec René Coutel. Alors que les artistes qui le sont depuis longtemps
au premier enfant, on disait comment je vais le nourrir, il faut que je fasse autre chose. Puis Sylvie Le Gracier, alors qui... Sylvie Le Gracier, c'est la conservatrice du musée du musée Eugène Carrière à Gournay-sur-Marne, qui est pareil, qui nous a consacré au moins 2 heures de son temps pour une visite privée de ce petit musée qui retrace la vie d'Eugène Carrière, hein, qui est un peintre graveur du 19e, qui s'est fait remarquer particulièrement, enfin, pour sa position sur l'affaire Dreyfus, quoi, qui a défendu Dreyfus et qui côtoyait quand même des Rodin, Zola, enfin tous les grands et des anarchistes aussi. Et des anarchistes, ouais. Parce qu'il a fait une gravure qui représente c'est une mémoire de la Commune, mais complètement un monument, je crois, gravé, symbolique. Voilà, c'était quand même quelqu'un qui était un bel homme, quoi. C'est-à-dire, quand je dis bel homme, hein, attention, c'est pas physiquement, c'était pas comment un grand acteur américain crooner, non, c'était une belle personne, ouais. Une belle personne, ouais. Qui a une peinture un peu monochrome quand même dans les bruns un peu, hein, les bruns, les ocres. Et qui a peint aussi beaucoup de maternité, donc il y a aussi une grande douceur. Il a eu beaucoup d'enfants et il a représenté ses enfants. Enfin, c'est vraiment un lieu à découvrir. C'est à Gournay-sur-Marne, hein, ce petit musée Eugène Carrière qui est ouvert au public le dimanche après-midi. Ouais. Et comme il était un grand pote à Rodin, ça nous dit que Rodin était peut-être pas si pourri qu'on l'imaginait. Voilà. Alors donc on a un peu rétro-pédalé sur le portrait qu'on pouvait faire de lui avant. Voilà, même sur le musée Rodin, justement. On va en parler dans la dernière partie de l'émission, où Rodin a voulu dans son testament qu'il y ait une salle qui soit consacrée exclusivement à Camille Claudel. Voilà. Ouais, et donc il y a aussi une salle consacrée à Eugène Carrière au musée Rodin. Tout à fait. Et quand on arrive au premier étage du musée Rodin, il y a ce grand tableau, je crois, du théâtre de Belleville qu'a peint Eugène Carrière. Hein, c'est un tableau qui doit faire au moins 2 ou 3 mètres de. Oh, ouais, au moins. Ouais. 2 ou 3 mètres de large. Et Eugène Carrière aussi a fait pour Rodin ce qu'on peut voir, parce qu'au musée Eugène Carrière, il y a une salle Rodin. Il lui avait fait son affiche quand Rodin avait fait son exposition au pavillon de l'Alma, qu'il avait fait construire justement en marge de l'exposition. Tout à fait, Lucienne. Voilà. Une petite musique. Oui, Lulu. Ils ne sont pas encore amis des notaires et des notables. Ils ne sont pas encore admis à dîner le soir à leur table. Ils ne sont pas encore polis comme papa le fait toujours. Ils ne sont pas encore salis par les combines au jour le jour. Mais on leur dit que ça viendra. Et bien sûr, ils ne le croient pas. Les cœurs purs, les cœurs purs. Ils ne sont pas encore rusés, ni blasés d'être un peu bohèmes. Ils ne sont pas encore usés par le métro des matins blêmes. Ils ne sont pas encore conscrits, bien qu'ils soient souvent engagés. Ils ne sont pas encore inscrits, ni au chômage, ni au congé. Mais on leur dit que ça viendra. Et bien sûr, ils ne le croient pas. Les cœurs purs, les cœurs purs. Ils ne sont pas encore lassés d'écouter chanter leur idole. Ils ne sont pas encore blessés par le temps qui tend nous désole. Ils chantent des songs sur un banc. Ils n'ont pas honte de la rue. Ils ne sont pas encore perdants. Ils ne sont pas encore perdus.
pour leur dire que ça viendra. Moi, bien sûr, je souhaite tout bas que ça dure. Les cœurs purs. C'était Les Cœurs Purs, interprété par Jean-Roger Cossimon. Oui, et tout de suite, Bissière, qu'on a découvert évidemment à Bordeaux, au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, ou à la galerie des Beaux-Arts, je ne sais plus très bien comment ça s'appelle. Il y avait une exposition Roger Bissière dans une galerie à côté du musée des Beaux-Arts. Il y avait la galerie, ouais. Et au musée des Beaux-Arts, il y avait, c'est là que je crois, parce que Bigou a l'air de me prendre un peu pour un demeuré, que je crois que j'ai vu le premier Père Maker. Voilà. Enfin bon. Non mais c'est possible, ça je me souviens plus, donc c'est fort possible. Mais c'est vrai que c'est une belle découverte, il y avait cette grande exposition Bissière qu'on a découvert, moi j'avais emprunté par hasard un bouquin à la bibliothèque de Montreuil, et c'était Lettre à Marie, je crois. Et voilà, ça nous a donné un petit peu envie d'en savoir plus. Et comme il y a cette exposition à Bordeaux, on a pu voir tout son travail. Bissière qui est passé aussi, qui a quand même un parcours intéressant, qui a été critique d'art, qui a été beaucoup influencé dans sa vie par plusieurs peintres, qui se sentait énormément dans cette expo. Après, qui part, je sais plus dans quelle campagne, élever des vaches pendant 10 ans. En fait, où il a arrêté de peindre. Voilà, il se met un petit peu en retrait, puis après il revient avec un travail beaucoup plus abstrait. Ouais, tout à fait. Et son fils, Loutre B, c'est pareil, qui a un travail un petit peu similaire, mais qu'on reconnaît quand même, qu'on arrive à différencier quand on voit leur boulot à tous les deux. Qu'on a vu dans une petite galerie, dans une rue où on l'a mangé au resto italien. La Mama, qu'on vous recommande. Hein. Ouais, donc c'était sympa aussi cette petite balade à Bordeaux. Hein. Et puis après, voyons voir. Il y a le musée Fournaise à l'île de Château, où il y a aussi un petit restaurant. Là, on vit au temps des impressionnistes. On est au bord de la Seine. Ouais. Le musée Fournaise, il y avait l'exposition Gustave Vincent, qui est c'est un naturaliste aussi, oui, tout à fait, qui était comparé au petit Corot, qu'on appelait le petit Corot des bords de Seine, qui a une très très belle peinture, avec, c'est pareil, toute cette délicatesse de toucher tout ça. Voilà, de végétation au bord de l'eau. Enfin, un petit musée qui retrace aussi les tableaux, un peu l'histoire de la vie des tableaux de Renoir. Et là, on est tranquille, on est tout seul, on peut visiter et après donc manger dans le petit resto au-dessus. Oui, l'histoire de la Seine qui, même à cette époque-là, était complètement polluée, quoi, parce qu'il faut pas croire que c'est nouveau. À ce moment-là, il y avait des usines et tout qui foutaient tout dans la Seine. Bref, et puis le caca des gens et tout ça allait dans la Seine. Voilà. Alors la Seine, c'était un égout à ciel ouvert déjà à cette époque-là. Sinon, on s'est baladé aussi du côté de Guéret, puisqu'on est allé donc au procès de Greg après l'affaire des manifestations interdites et de cette gendarmerie cadenassée. Et comme on avait du temps, on a découvert donc le musée des Beaux-Arts de Guéret, qui est un accueil très chaleureux. Et là, c'est pareil, il y avait à Guéret, il y avait aussi des expositions. Il y a une exposition Maximilien Luce qui retraçait tous les grands travaux qu'il y avait eu à Paris, plus une collection permanente très intéressante. Et des tableaux qui n'étaient pas à Paris, quoi, qui n'étaient pas à Château. Et si on parle de Guéret, on peut quand même si on l'a pas fait le même jour, on parle forcément des Moutiers et de Robérol. Ouais, tout à fait, qu'on est allé voir aussi une nouvelle exposition Robérol, avec toujours ces formats minuscules de 6 mètres sur 3 ou 4, bref. Là, on a eu encore plein la tronche. Voilà. Ouais, c'était les 60 ans de peinture de Robérol au musée des Moutiers. Ça, on l'a découvert au mois de juillet. Ouais, tout à fait, voilà. Et puis, le dernier, vous connaissez, c'est Chagall à Roubaix et Tourcoing, à Tourcoing pour ses tapisseries. Et à Roubaix pour ses peintures, voilà. Ouais. Et là, on a fait un bref. Ouais, Maximilien Luce, on peut dire qu'on l'a vu aussi au musée de Mantes-la-Jolie. Oui, c'est des petits musées, c'est bien de les avoir en tête pour y faire un tour régulièrement, voir s'il n'y a pas des expos sympas à voir, parce que c'est quand même facile, à peu près. On y arrive assez facilement, même si au niveau du train on a eu quelques soucis, mais après c'est tranquille, quoi. Oui, bien sûr, il y a d'autres. Ça, c'est important pour nous. Oui, il y a d'autres petits musées dont on vous parlera pas parce que le temps passe et la mort vient. Ouais, mais si, quand même, moi j'ai envie de dire qu'on a fait le musée Zadkine et le musée Bourdelle. Le musée Zadkine, c'est pareil, c'est l'atelier de Zadkine. Oui, là c'est on a fait aussi celui de Brancusi.
à Pompidou, là, Ouais. magnifique aussi, qu'on a la reconstitution de son atelier à Pompidou. On est passé pendant des années à côté sans vouloir rentrer en ce moment. Qu'est-ce que c'est que ce bunker? Eh ben non, on était vraiment con parce que c'est vraiment magnifique, voilà. Avec le regret, malgré tout, c'est tout vitré, donc on Ouais. ne peut pas passer à côté Non, des non. œuvres sculptées. On est Non, obligé non. de les voir derrière une vitre, ce qui met une distance, mais ils ont essayé effectivement de ramener l'atelier de Brancusi, le mettre là sur cette esplanade, sur la gauche de l'esplanade. Et au musée Zadkine, ce qui est intéressant quand on voit une œuvre comme ça, c'est qu'on voit bien justement le travail d'après-guerre, Ouais. où les sculptures sont brisées. On sent que là, il y a vraiment des déchirures. Tout à fait. Et le musée Bourdelle, moi, j'en ai pas un souvenir éblouissant, mais bon, pourquoi Mais il venait d'être réouvert au public Ouais, et en fait les salles du fond n'étaient pas accessibles. Donc, Non, ouais. les salles du fond n'étaient pas accessibles. Il y avait beaucoup de bouse, à mon avis, mais enfin bon, ça c'est chacun ses sensibilités. Ouais. Et puis donc dans les galeries, on avait découvert la galerie Paul Ardouin Ouais, dont ouais. on parle souvent, hein, qui est rue Quincampoix, avec des œuvres de Macréo, des œuvres de Marian, Ouais. donc la nouvelle figuration. Ouais. Donc là, c'est gratuit, il faut y aller, il Ouais, faut et y puis- passer. Et puis la jeune fille qui reçoit les visiteurs est tellement craquante. Voilà, Cécilia est adorable, c'est Ouais. pareil, elle nous avait offert un bouquin justement sur la nouvelle figuration quand elle a Absolument. vu qu'on s'intéressait à tout ça, qu'on allait en parler un petit peu à la radio. Donc n'ayez pas peur d'aller dans les galeries parce que c'est gratuit. Déjà, c'est un point important. Et puis, c'est pas l'affluence des grands musées, les groupes de retraités de tous les pays, là, voilà, qui sont là, qui squattent devant des œuvres que vous voudriez voir, mais que vous pouvez pas voir. Ouais. Les galeries et je dirais aussi les mairies. Il y a un auditeur qui nous rappelle Ouais. justement à juste titre qu'il y a par exemple la mairie du 5e, du 6e qui font de très belles expositions. C'est vrai qu'il y a des Absolument, expositions de gravure, il y a plein de choses, donc il faut se tenir au courant. Alors c'est notre boulot aussi de vous en parler, mais il faut avoir ça en tête. Et parfois des très mauvaises, comme ce souvenir noir de l'exposition de la mairie de Paris, l'hôtel de ville de Paris sur la Commune. Hein. Attention, ça c'était vraiment un truc, une manipulation historique de la Commune, quelque chose de carabiné. Voilà. Eh ben, on l'arrête là. Parce que- C'est un tour d'horizon de tout ce qu'on a pu faire. C'est vrai qu'on a parlé d'autres artistes d'une manière plus livresque. Ouais, Là, tout à fait. c'est là où on était sur le terrain, c'est quand même les meilleurs moments. Oui, tout à fait, les meilleurs moments parce qu'on sait, on parle avec un vécu. Voilà, c'est autre chose que de parler avec des sources livresques. La fille de joie est belle, au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour, chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux et les doigts séquennants de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter cette physique. Tout son être étendu, son soufflet suspendu. C'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est triste, au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java qu'elle fredonne tout bas. Elle revoit son accordéoniste et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux et les doigts séquennants de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de pleurer cette musique. Tout son être
tendu, son soufflet suspendu, c'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ces jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java, elle a fermé les yeux, les doigts secs et nerveux. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par là-haut, elle a envie de gueuler cette musique. Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à tourner au son de la musique. C'était Édith Piaf, l'accordéoniste. Et oui, Édith Piaf, hein, tout le monde est en train de fêter le centenaire de sa naissance. Et c'était l'occasion de revoir quand même des docs qui font pleurer. Voilà, c'est ça. Et croyez-moi que ma camarade Piquet-Cou, elle est championne dans cette discipline. Bon, moi je suis pas triste non plus, remarquez. Enfin. Eh bien, on va passer, si vous voulez, aux exploits de pas manquer. Un rappel d'exploits dont vous avez déjà parlé, d'ailleurs. Oui, parce qu'on n'a rien trouvé de neuf. Là, on a simplement rappelé donc Chantal Montelier, qui est toujours à Publico, au moins jusqu'à la fin de l'année. Et donc, celle qu'on a visitée dernièrement, hein, Roubaix et Tourcoing, Chagall. Ouais, alors si vous avez des cadeaux à faire, hein, elle vend des originaux, voilà. Je sais pas si ça. Chantal Montelier, oui, elle vend des planches originales, ouais. Je sais pas si c'est abordable ou pas. Enfin, si vous êtes un amateur de BD et de planches originales, c'est le moment d'y aller. Ouais. Et puis une expo qu'on va aller voir prochainement à Pontoise sur la famille Pissarro, tous peintres, tous barbouilleurs. Tous peintres et dont le papa est un anarchiste notoire. Voilà. Bon, et ben, on passe maintenant aux œuvres de la Fédération anarchiste. Et tout d'abord, à la librairie Republico, non, je vous parle pas de la librairie, je vous parle seulement qu'à la librairie Republico, ils présentent des livres. Vous allez sur leur site et vous verrez un choix de livres très intéressant. Et celui que j'ai choisi pour vous ce matin, c'est Coup pour coup de Jack London. Voilà, donc j'ai toute la collection. Moi, sauf que quand j'ai demandé s'il avait celui-là, il savait pas. Hein. Bah non, parce que le Jack London, il a vachement écrit. Puis comme c'est un texte dans ce bref et singulier récit, il annonce en quelque manière la ligne des vieux dans le recueil Les Enfants du Froid, et même l'inachevé Bureau des assassinats. Voilà. Alors bon, voilà. Et Jack London se fait fabuliste pour critiquer l'avidité capitaliste, vous voyez. Bah oui, aux États-Unis, dans ces temps-là, il y avait encore des socialistes, il y avait encore des gens comme ça, des syndicalistes qui étaient des vrais syndicalistes et pas des mafieux. Voilà. Alors, pour critiquer l'avidité capitaliste et la manière dont elle rabougrit le sens moral du corps social tout entier. Et on est en plein dedans en ce moment, n'est-ce pas, avec tous les potes milliardaires de nos gouvernants. Illustration de Thierry Guittard, et c'est aux éditions Libertaria, 80 pages, 7 €. Qui dit mieux? Voilà, pour s'instruire, hein, quand même. Ouais. Et Publico, moi je dirais, c'est l'occasion quand même d'aller voir les éditions plein champ qu'on a découvert sur les récits prolétariens. J'ai vu qu'ils en avaient pas mal d'exemplaires. Et probablement celui de Peintre et Vilain aux éditions de l'Insomniaque. Voilà, tout à fait. Oui, la librairie Publico, croyez-moi que c'est pas une librairie comme ça qui fait du fric pour faire du fric. C'est une librairie qui essaye d'être une vraie librairie, quoi, parce que les vraies librairies sont de plus en plus rares, où les libraires savent de quoi ils parlent, connaissent leurs livres et peuvent vous conseiller éventuellement si vous en avez besoin. Voilà. Et puis le Monde libertaire, le mensuel de la Fédération anarchiste doit bientôt reparaître avec son
son petit pote là, le hors-série, voilà. Bon, moi j'attends le nouveau numéro du Monde Libertaire. Ils sortent des feuillets là, mais bon, c'est pas le Monde Libertaire quand même, bien que ça soit pas mal, c'est 4 pages, pourquoi pas. Hein. Bon, alors le Monde Libertaire, vous avez des dépôts de presse à la Librairie Publico, enfin pour ce qu'il y a en ce moment en tout cas, et ainsi que du hors-série, et vous pouvez surtout voir avec Laurent pour vous abonner, parce que vous savez bien, comme je le répète à chaque fois depuis des années, hein, que des publications comme ça, des alternatives vivent grâce à leurs abonnements, mais pas que les publications alternatives, hein, même l'Immonde, pareil, c'est les abonnements qui les font vivre. L'Obs, l'Express, tous ces journaux pourris, là, c'est les abonnements qui les font vivre, hélas. Bon, enfin, que la liberté, la multiplicité des moyens d'expression, oui, mais à condition qu'ils soient différents, tandis que là, hein, tout le monde raconte la même salade, c'est passé au même mixeur, etc., etc. Quoique la salade au mixeur, ça doit pas être terrible. Voilà, alors, vous pouvez vous abonner à ces publications, vous pouvez même faire des dons au Monde Libertaire, si vous en avez la possibilité, ça sera toujours bienvenu. Bon. Et puis la librairie du Monde Libertaire, c'est-à-dire Publico, qui a toujours besoin de vous. Hein, cet espace militant accessible toute l'année. Vous pouvez voir plein de bouquins, comme je vous en parle régulièrement. Et puis des revues et des DVD et des CD où des gens débattent, où on peut regarder des films, des expos, on peut écouter des concerts, on peut participer à des rencontres avec des auteurs, avec des activistes venus du monde entier, sans leur bombe. Un lieu unique de diffusion de la pensée libre, contestataire et anarchiste. Des ouvrages accessibles partout, grâce à la diffusion par correspondance. C'est-à-dire que si vous habitez dans un coin reculé au hasard du plateau des Mille Vaches, vous pouvez quand même avoir accès à ce qui se passe à la librairie Publico. Et si vous avez la chance d'avoir un ordinateur qui fonctionne en tout cas, et d'avoir du réseau, eh ben vous pouvez taper sur votre clavier le truc de la librairie Publico, puis vous aurez tout ce qu'il vous faut comme information pour pouvoir accéder à tout ça. Voilà. Alors, ce porte-voix du mouvement d'émancipation, eh ben, on doit le protéger, camarades auditrices, auditeurs, car la crise, les frais, posent tout en particulier, qui augmentent, et les poches vides des camarades, ça c'est pas une nouveauté, hein. Bref. L'argent, il se fait rare, quoi. Il manque même carrément. Voilà. Et nous comptons sur vous, évidemment, pour nous aider à continuer notre travail, hein, pour maintenir et développer ce lieu important, ô combien, face à l'offensive du capital et de la banque contre les peuples, aurait dit notre camarade Merchet. Important face à la montée du racisme et du nationalisme. Important face aux sous-traînés de tous les folklores qui pointent leurs masques hideux, ou leurs masques hideux au singulier. Nous lançons donc une souscription pour notre librairie. Voilà, vous pouvez nous aider par voie postale en nous adressant un chèque. Un chèque, vous savez ce que c'est qu'un chèque? Mince, vous payez tous par carte maintenant, évidemment, vous savez plus. À l'ordre de Publico, à notre adresse, 145 rue Hamelot 75 011, Paris, métro Oberkampf, Feuille de Calvaire ou République. Alors là, vous pouvez payer en espèces directement à la librairie sur notre site en achetant autant de fois qu'il vous plaira l'article participation supplémentaire au port. Moi, j'ai rien compris là, c'est un truc un peu obscur pour moi. Bon, bravo. J'ai pas une intelligence quand même à toute épreuve. Hein. Et puis les radios que vous écoutez en ce moment, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, qui émet depuis Paris, diffuse sur Internet, http:// écoutez.radiolibertaire.org. Et là, évidemment, on a aussi, nous, des frais. Et puis pas les petits frais non plus. Parce qu'on a du matos high-tech pour que vous puissiez écouter ces émissions mythiques au hasard comme à Racaille. Mais aussi le mélange tous les dimanches, en ce moment, parce qu'il déménage, Michel.
et puis Ni Dieu ni Maître, et puis Chronique Hebdo, et puis j'en passe et des meilleurs. Et puis l'émission de Florence, Ouais. et puis qui C'est quoi, s'appelle Des l'émission cailloux dans l'engrenage, l'enfance poil à gratter, Ouais. et puis l'émission de Serge et Monique Trou Noir. Enfin, Voilà. il y en a à Mais il y en foison. a, mais Bibliomanie. alors, franchement, non mais alors les mecs, hein, ouais. Et vous vous ennuyez chez vous? Eh ben dites donc, je sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Alors bon, pour entendre ce matériel, où notre camarade Piquet-Cou s'agite toute la matinée, faut l'avoir hein, quand même, c'est quelque chose. Hein. Enfin moi je vois une touffe de cheveux quoi, parce que bon. Ça lui plaît pas que je dise ça. Bon, eh bien, vous pouvez, là aussi, si vous voulez, prendre votre carte d'auditeur, par exemple. Hein, 10 €, 20 €, 30 €, 5 €, ce que vous avez ce que vous avez sous votre oreiller, et puis voilà, hein, on en a besoin, franchement on en a besoin, parce que le matos high-tech, comme ça, radiophonique, ça coûte la peau de ce que vous savez, parce que j'ai plus le droit de dire des gros mots, puis qui me surveille. Bon. Et puis là aussi, vous pouvez devenir des amis de Radio Libertaire. Il y a une association, les Amis de Radio Libertaire. Et puis vous pouvez aussi, évidemment, si vous avez de la maille qui traîne dans vos culs de basse sauce de porte-monnaie, eh ben, en faire profiter la radio, qui vous remercie d'avance pour votre participation aux frais. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur les comment dirais-je, les œuvres de la FA. Je n'ai pas parlé des éditions du Monde Libertaire parce qu'il faudrait que j'y aille refaire un tour parce que récemment, il n'y avait pas vraiment de nouveautés. Voilà. Mais c'est aussi une petite maison d'édition qui publie quelques ouvrages par an, voilà, et qui est vraiment importante aussi pour nous. Voilà. Eh ben, c'était Racaille sur Radio Libertaire hein, c'est la fin, ça s'entend à mes Et puis, on vous souhaite donc un bon après-midi, et puis le reste, quoi. On va pas faire comme tous les cons. Vous souhaitez autre chose, voilà. Voilà, merci. Au revoir pour vos interventions. Deux chouettes interventions aujourd'hui aussi. Christiane, qui a quand même beaucoup aimé ta citation, Robert. Effectivement, cette citation de Victor Hugo, il faudrait l'inscrire sur les murs partout, que les gens s'en apprennent. À la place de liberté, égalité, fraternité, exactement. mon cul. Voilà. Exactement. Voilà. Puis un auditeur qui me parlait de la façon dont on nous enfume un petit peu en ce moment avec cette déchéance de nationalité, qu'en fait, le plus grave, c'est quand même ce qui est écrit sur l'état d'urgence, et c'est ça qu'il faut surveiller et se mobiliser vraiment là-dessus, quoi. Et merci à Perdozzi pour son mail sur les turpitudes sexuelles de nos élites, voilà. Et puis Claude, à qui on dédie évidemment l'accordéoniste d'Edith Piaf, à André, à Claudine, à Christiane, à Nick, Karine, Luc pour ses commentaires quand il en fait, Patrick Kipper pour son implication quand il monte des spectacles, etc., depuis très très longtemps d'ailleurs. Voilà. Claude et William, Adé, Marcel, Jean-Paul, Souvraz, et notre Stalinien préféré, Jean-Claude, puis Françoise et Christiane. Françoise, ça fait un moment qu'on n'a pas eu au téléphone, mais enfin, il y a des copains qui l'ont. Hein. Oui. Et puis voilà, l'émission est à l'écoute en podcast durant un mois, ou sur notre blog aracaille.fr. Ad vitam aeternam, j'ajouterai pas le reste. Voilà. Je vous ai parlé des émissions que vous pouvez écouter, je peux en rajouter, je vous dis salut. Voilà, au revoir tout le monde, donc à l'année prochaine. Et on termine avec la Poesia es una cargata de futuro avec Paco Ibanez. Avec Paco Ibanez. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto.